Hop là, c'est parti. Donc, Loïc, vu que c'est la première fois pour toi, dans les lives, il y a toujours deux grandes étapes. La première étape, c'est découpage de sites du commerce en blocs Gutenberg. Donc, Ok. on regarde quel bloc natif on utilise, est-ce qu'on les détourne, est-ce qu'on fait en sorte que ce qu'on découpe, ça devient la valeur par défaut, est-ce qu'on crée un style, ou est-ce que du coup c'est trop complexe et on doit créer un bloc custom, par exemple. Donc, il y a une espèce de démarche de démarche globale qu'on utilise à chaque fois. L'idée, c'est surtout c'est de se donner des prétextes où en fait on pratique, on pratique, on pratique. Mhm. C'est à force de découper des trucs que tu te rends compte de ce que tu peux faire avec l'outil en fait. Et c'est à force de connaître l'outil que tu en fais quelque chose avec lequel tu peux construire plutôt que quelque chose sur lequel tu dois t'adapter en fait. Ok. Donc c'est vraiment ça le principe. Donc là, je vais vous partager mon écran, il y a quelques sites qui sont déjà prêts en mode qu'on pourra s'amuser à découper. Et en phase 2, là, c'est souvent, il y a quelqu'un qui est chaud pour montrer un petit sujet. Euh, et donc aujourd'hui, il n'y avait pas forcément de sujet. Donc ce qu'on va voir, c'est le début d'un Figma Starter Kit pour le FSE, dont l'objectif, c'est que le Figma soit la même représentation que la manière dont on conçoit un FSE en développement. Donc avec le même niveau d'abstraction sur les différentes couches, mes composants, enfin mes atomes ou mes trucs primitifs, mes blocs ou mes composants, et après mes templates. Donc vous verrez où ça en est aujourd'hui. C'est un work in progress. Et, euh, et voilà. Euh, du coup, tu as la possibilité de parler quand même, Loïc? Oui, c'est bon, je me suis isolé. Mais du coup, oui, bon, j'avais fait ma présentation sur le Discord, mais pour faire bref, je commence un petit peu à travailler avec Gutenberg, mais très peu en fait. Aujourd'hui, il faut vraiment que je me forme de ce côté-là sur Gut et le FSE. Aujourd'hui, moi de mon côté, je sais pas encore comment créer un bloc custom, donc voilà, si je fais cette démarche, c'est aussi pour faire de la veille, quoi. Et puis j'avais suivi le dernier live que vous aviez fait et c'était super intéressant pour, pour connaître un peu mieux les blocs. Donc ouais, c'était super intéressant. Donc bah, je me suis dit pourquoi pas suivre à chaque live. Ok. Bah, alors, sur le découpage, alors là, vous voyez tout mon écran. Donc, sur les découpages, on a un espèce de principe. Bon, je vais essayer de résumer rapidement, hein. Mais principe numéro un, c'est que le layout n'est pas la fonction, en fait. Pour avoir un exemple simple là-dessus, c'est que layout différent de fonction, c'est que c'est pas parce qu'il y a un texte à la tête d'un titre ou à la tête d'un H2 que c'est forcément un H2, en fait. En design, ce qu'on fait, c'est qu'on design des éléments. Après, on va attribuer des designs à des balises ou des choses comme ça. Mais voilà. Le design n'est pas forcément la fonction. Et le deuxième point, en fait, c'est il y a une espèce de méthode de découpage qui marche bien. C'est quand on cherche à découper quelque chose, déjà, on regarde ce que ça fait en termes de métier. Potentiellement, si on veut céder, si on veut avoir plus d'infos sur, sur les pistes qu'on a pour découper ce bloc. On peut aussi le regarder en mobile. Le mobile, assez souvent, ça donne des pistes très claires. Une fois que tu sais ce que ça fait, que tu as vu un peu comment ça rend en mobile, tu peux essayer de voir par rapport à la bibliothèque de blocs bah, que tu vas connaître hein, par cœur. Euh, Pas à 100% de la bibliothèque, mais avec 60 à 80% de la bibliothèque, tu fais tout. Donc, à quel bloc natif ça me fait penser? Est-ce qu'il y a des options natives de ce bloc que je peux utiliser pour réaliser ça? Et si je suis en manque de ces options natives, est-ce qu'il y a des choses spécifiques que je dois créer? Donc, quand on crée des spécifiques sur les blocs, il y a deux niveaux, il y a même trois niveaux. J'ai style de bloc. Le premier niveau, ce serait contexte. Euh, le contexte, c'est par exemple, imaginons, je veux faire un layout spécifique pour un chat.
mon H1 fait 50 pixels par défaut. Par contre, il y a des contextes où il fait que 40 pixels. Par exemple, un H1 dans une colonne. Ben, en fait, c'est avec des éléments de contexte, parfois, notamment les imbrications, qu'on peut déclencher des variantes de style. Ça, c'est pas lié à Gutenberg, hein, c'est lié à du CSS en général. Une fois qu'on voit pour le spécifique si en fait le spécifique peut être déclenché par un contexte, oui, non. Si c'est non, si c'est oui, on le fait. Si c'est non, c'est OK, pas de contexte. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il nous reste? Est-ce qu'on doit créer un style de bloc? Et si le style de bloc ne marche pas, si le contexte ne marche pas, c'est que là, on détourne vraiment le bloc de manière. C'est too much et ça devient plus viable. C'est plus maintenable, c'est n'importe quoi. Là, voilà, comment est-ce qu'on imagine un bloc custom? Donc, pour t'aider, on aura toujours, dans tous les cas, on démarre toujours une page pour explorer un petit peu les blocs. Et je ne sais pas ce que tu en penses, d'arrête, mais pour lancer Loïc, je partirais bien sur le découpage de ce site, qui est assez simple. Qu'en penses-tu? Ouais, c'est. De toute façon, en vrai, la démarche que tu as pu voir donc, dans les lives enregistrés, hein, c'est que déjà avec les blocs de base, tu arrives à faire quasiment une majorité, voire 90% des mises en page. Il faut juste bien prendre la logique de comment tu découpes les choses. Et tu t'inquiétais t'as pas encore entamé la création de blocs. C'est vraiment secondaire et vraiment sur des cas très très, très spécifiques. Hein, donc, là, globalement, je pense que oui, juste en pensant bloc natif, tu peux, tu pourras arriver à découper une grosse partie de la page. Ouais, c'est ça. Bon, du coup, je suis très loin de connaître tous les blogs par cœur encore. Parce qu'en fait, aujourd'hui, là, dans mon agence actuelle, quand on fait des WordPress, on est encore sur du template, sur un thème par an qu'on utilise, et ensuite, on fait beaucoup de ACF. Et du coup, aujourd'hui, pour les pages lambda, on va dire, là, j'essaie de pousser un peu Gutenberg pour qu'on ait beaucoup plus de flexibilité. Maintenant, aujourd'hui, j'ai pas cette possibilité dans mon agence de porter le FSE, etc. Mais voilà. Après, Okay. si je peux, oui, si je peux participer, pourquoi pas, mais c'est pas sûr que j'ai la réponse à beaucoup de composants. Alors, pour cet exemple simple, en fait, ce qu'on peut faire, c'est. Donc là, ça va être. On va sur Kickstar. On peut essayer de reproduire, en fait, ce qui se passe là. Ça pourra te permettre de voir que les choses sont assez simples. Alors, moi, je te propose de commencer sur la première section. Ensuite, Darek y suivra. Et donc, je commence à reproduire le début là. Ensuite, Darek me dictera comment reproduire le reste. Et puis, ça te permettra de voir qu'en fait, ça se fait, quoi. Ça se fait plutôt bien même. Darek, t'es chaud? Yes. Ok. Alors, le premier truc qu'on doit voir, en fait, c'est sur Gutenberg, en fait. Alors, je vais faire par exemple. Non, espace. Voilà, titre. Sur Gutenberg, il y a un truc, c'est que tes blocs, certains blocs en tout cas, tu peux les positionner sur 3 types de grilles. Tu as une grille par défaut, qui est la non-grille, où tu peux configurer sa taille. En gros, l'idée, c'est de se dire que si tu envoies un texte dans un contenu, par défaut, il ne va pas s'étendre à plus de 620 dans ce cas-là. Ensuite, à la wide, et ensuite à la full. Donc, ça veut dire que quand on veut intégrer un site dans Gutenberg, la première étape, c'est d'identifier quel niveau de grille j'ai. Donc là, le full, forcément, on n'a pas besoin de le fouiller. Hein, il est full. Rien que là, on voit qu'il y a un background qui touche le bord, donc le full existe. Le wide, ensuite, comment on le cherche? En fait, on se rend compte que là, j'ai entre le header et entre tous les blocs qui suivent, j'ai un alignement qui est large, en fait, qui est plutôt, je veux dire, si je le mesure, grosso modo, il fait 1265. Donc, ça correspondrait à mon wide. Donc, le wide qui, par défaut, est à 1280. Là, sur notre projet, il serait à 1260. Donc, déjà, j'ai mon wide.
Et après, l'idée, c'est de se dire à quoi correspondrait mon mode pas de grille. Donc ici, 620. Pour ça, en fait, il suffirait d'inspecter certains textes, notamment celui-là, et de regarder un petit peu la taille que ce texte peut faire. En plus, on est sur un mode desktop. Là, voilà. Si je regarde je suis dans un hero title. Là, j'ai mon H1, il fait 768. Donc, on pourrait très bien se dire, il faudrait vérifier et croiser en checkant la taille d'autres éléments, notamment les textes centrés ou ces textes-là. Mais on serait vraisemblablement sur du 768 pour ça, pour le node, sur du 1260 pour le wide et sur du full. Donc, à partir de ça, déjà, on va pouvoir composer nos blocs en utilisant les variables de grille. Si je prends le premier bloc là qui héberge la navigation, donc c'est un bloc groupe. Pourquoi? Parce qu'un bloc groupe, c'est un bloc qui sert à rassembler d'autres blocs. Et dans les options des blocs groupes, on peut choisir l'élément HTML qui correspond. Donc là, si j'avais à le développer, forcément, on aurait envie de mettre un header. Donc là, ce que je fais, le header, normalement, il faudrait qu'on le règle dans le template. Là, je le mets dans la page parce que ce qui est intéressant, c'est surtout de jouer avec l'éditeur. Histoire qu'on puisse se repérer, on va l'appeler header. Donc, c'est un header qui sera en wide, parce que si on regarde bien, il ne touche pas l'écran, mais par contre, il est sur une largeur large. Il a un fond. Donc là, on va lui mettre un fond foncé. Et à l'intérieur, il a, si je regarde, là, grosso modo, je peux identifier trois groupes de choses. Donc, ça veut dire que dans mon groupe, donc ici, je peux regarder tout ce qu'il y a dans mon groupe, mais dans mon groupe, il y aura trois niveaux d'éléments. Donc, le logo à gauche, on peut l'intégrer avec un bloc qui s'appelle site logo. Donc là, j'avais déjà un site logo qui est défini pour ce site test. La taille, même si on la met là, moi, souvent, ce que je conseille, c'est là-dedans, on met un SVG, et puis la taille, en CSS, on va la dégager. Et on gère tout, on gère la taille en CSS comme on veut. Donc, il y a ça, il y a un logo qu'on a là, Kinsta. D'un autre côté, donc je vais faire add after, je vais mettre le bloc suivant. Donc, le bloc suivant, si je regarde, j'ai une liste de liens, et ce qu'il y a donc, avec du méga menu. Donc, ça, typiquement, c'est une navigation de site. Pour une navigation de site, on utilise le bloc navigation. Le bloc navigation, on est d'accord qu'il pourrait être utilisé dans d'autres contextes sur le site, pour faire un sommaire de page, pour mettre une navigation dans un footer, etc. Donc là, s'il y a du design spécifique pour ce bloc navigation, on pourra pointer en CSS ce bloc navigation du header en disant que tu es dans le body, tu vas taper le premier header que tu vois, et dans ce header, la navigation, c'est celle-là, c'est la navigation du site. Donc c'est cette navigation qu'on va utiliser pour justement designer le méga menu en CSS, etc. Donc ça veut dire qu'on n'aurait pas forcément besoin d'ajouter une classe particulière. On pourrait mettre une classe en mode, ici on peut dire, si on veut être sûr qu'il serait par exemple, je sais pas, website navigation, mais en pointant des contextes et en étant malin, on se rend compte qu'on n'est pas obligé. Donc, cette navigation, donc quand on met une navigation, par défaut, on nous charge un premier truc. Donc, je vais juste faire qu'on y voit quelque chose. Texte en blanc, pour qu'on y voit quelque chose. Donc là, comment est-ce qu'on ferait ça? À chaque fois, bon, il y a un truc un petit peu tricky. Donc, pricing, doc, help, à la limite, c'est des trucs simples. Là où ça peut être un peu tricky, c'est solution, parce qu'il y a du sous-menu là, mais à côté, il y a d'autres choses. Donc ça peut être un petit peu tricky. Déjà, si on regarde le bloc navigation par défaut, ce qu'il fait, c'est qu'il nous permet de mettre une liste de liens. Donc, tout ce qui est méga menu avec des
des textes simples, on pourrait y arriver. Tout ce qui est méga menu avec un petit picto devant, on pourrait y arriver. Là où le bloc navigation natif va nous poser problème, c'est sur les case studies, parce que là, du coup, il y a aussi cette image-là. Donc là, ça peut devenir un petit peu complexe. Ça mériterait, la navigation de ce site mériterait une étude un petit peu plus poussée. Si on... C'est quoi? C'est une query loop sur des postes en plus, non? Je pense, ouais, parce qu'à mon avis, ça c'est des case studies. Il y a more case studies où c'est une archive. Ouais, c'est ça, c'est des postes. Ils sont triés, donc on est sur un CPT. Vraisemblablement, on est sur un CPT. Et là, t'as le truc. Donc ouais, on est sur un mélange où là-dedans, à un moment, il faudrait un sous-menu avec une archive, etc. Donc moi, ce que je vous propose, c'est que là, on va dupliquer quelques items pour qu'on ait une nav, en fait. Et à la limite, pour cet item-là, on va mettre quelques liens de sous-page. Donc là, on aurait, grosso modo, on aurait un truc correct pour les premiers niveaux et les seconds niveaux. Là, ce qu'il faut qu'on voit, c'est en fait, pour les seconds niveaux, il y a même parfois il y a des groupes. Donc, ça se trouve, ce qu'on pourrait faire quand il y a des groupes, c'est de se dire que ça, c'est le groupe et que ce groupe, il a encore des liens là. Voilà. On pourrait avoir ça. Et on pourrait se dire que là, groupe, c'est utilisé uniquement pour afficher le groupe de pages, en fait. Après, il faudrait qu'on définisse, ce truc-là, le groupe ressources, par exemple, il est sur j'ai l'impression, sur 50% du layout du menu, ou un petit peu plus. Donc là, ça voudrait dire qu'il faudrait jouer groupe, il faudrait jouer à ajouter des classes à la main, qui nous permettraient de définir quelle largeur est-ce que ce groupe il a ou pas. Bon, ça va créer un live à lui tout seul juste pour traiter le menu. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est plus de construire dans un premier temps le principe de ça. Donc, quand je vois ça, j'ai quand même un menu où j'ai des items centrés. Donc, ça tombe bien, quand je vais dans navigation, j'ai des options natives qui me permettent de justifier mes éléments au milieu. Donc, je vais faire ça. Ensuite, ce qu'il nous reste à faire, c'est, on a 3 items là. On a recherche et 2 boutons. Pour voir ce que ça donne, il faudrait ouvrir le menu. Tiens, on voit que la recherche et les 2 boutons. Bon, déjà, leur menu, il y a des trucs un peu. Alors, déjà, le menu, il y a des trucs chauds, c'est que les méga menus s'ouvrent au rollover. Pas ouf. C'est pas ouf. Et du coup, il y a une option dans Gutenberg qui te permet de définir, en fait, si tu ouvres tes méga menus au clic ou au roll. Moi, ce que j'aime bien, c'est les ouvrir uniquement au clic. Parce que sinon, en fait, si tu ouvres tout au rollover, notamment sur mobile, c'est vraiment compliqué. Donc là, eux, ils ouvrent au rollover. On voit très bien que quand on est là, c'est pas hyper évident. Moi, ce que je veux observer, c'est surtout comment se comportent les 3 boutons Search, Login, Sign Up. Ils ont l'air d'être dans la nav sans être dans la nav. Ça a l'air d'être un groupe dans la nav. Je ne sais pas si on peut faire des groupes avec ça. On ne peut pas faire des groupes. Donc, là, comme ça, la manière dont moi, j'aurais envie de les insérer, c'est en indiquant qu'il y a un bloc, il me semble, recherche. Il y a le search. Il y a un bloc search. Et ensuite, potentiellement, on pourrait avoir, vu qu'ils sont toujours affichés comme ça, 2 blocs boutons, qui sont en fait des liens, qui correspondraient à login et à sign up. Avec sign up, dans le bouton. Voilà. Et login, le bouton secondaire. Donc maintenant, comment est-ce qu'on aligne tout ça? On sélectionne les liens entre eux, on va les grouper.
Donc, ça, c'est bon. Tac, tac, on les met centre. Ça, c'est bon. Celui-là, il va être sur la droite parce qu'il a besoin d'être sur la droite. Et après, on va dire tous les trois, on va les centrer et les mettre en justifié. Et là, bon, là, il y a beaucoup d'éléments, donc en prévisualisation, pour la prévisualisation, on va mettre lui, il va. Alors, je ne sais pas chez qui est-ce que ça papote derrière, mais ça papote fort. Donc là, tu vois, Loïc, et puis Darrell, tu me diras si tu es d'accord. Là, on a déjà, en utilisant des blocs natifs Gutenberg, on a déjà reproduit le principe de la navigation du site. Après, c'est en CSS où on va virer des choses, on va en garder, on va, etc. Là, on va faire notre sauce. Mais là, on a déjà le principe. Darrell, tu es OK avec ça? Yes. Voilà. Ensuite, alors je vais commencer la suite jusqu'à l'image et après, je laisserai Darrell finir. Donc moi, tout ce que je vois là, c'est il y a une première section en fait qui c'est une section avec un fond. C'est un fond qui se poursuit même dans le fond des logos. Donc en fait, moi, ce que je vais utiliser là, c'est typiquement, je vais réutiliser un groupe auquel, donc un groupe en full, étant donné que ça touche les bords de l'écran. Et en fait, on sait maintenant qu'avec les groupes, on peut mettre des backgrounds d'images. Donc, on va mettre la seule image qui est sur ce site. Hein. Donc, c'est un groupe dans lequel, de ce que je vois, donc là, il y aura une image. C'est pas l'image, c'est pas le logo du site. Donc, pour moi, ce sera une image que j'insérerai plus tard. En after, j'aurai mon H1 en centré. Mon H1 il reste sur ma grille classique, donc je n'ai pas à définir un wide ou un full pour ce H1. L'image, elle est centrée, donc il suffit que je la sélectionne en centré. Et après, ça pour moi, c'est un paragraphe et un titre, un bouton. Donc, ça va être très très simple. Tac, et sign up now. Et j'ai fait boulette. Voilà. Lui, il dégage. Donc lui, il est centré. Et après, il y a un bouton. Sign up now. Un bouton qui est blanc. Très simple. Alors là, normalement, il faudrait que quand je sélectionne une couleur, potentiellement le texte se mette en auto, mais voilà. Donc, on a là une structure très simple. Ensuite, après, on a une image. Le fameux screenshot. Donc, moi, je vais remettre chat sur chat sur chat. Qui est là. L'image, alors, là où ça me pose un peu problème, c'est que l'image, elle est ni en wide, ni en défaut. Donc ça m'embête un petit peu. Donc en fait, là, ça voudrait dire que soit sur la taille, par défaut, on la passe à la largeur de l'image. Ça risque d'étendre de temps en temps certains textes, mais il faut faire des choix. Soit en fait, c'est la taille d'image qu'on réduit à la taille de texte, soit en fait, on trouve un entre-deux et on se dit que on avait 700 et quelques, ça se trouve c'est 450, parce que là, ça va être un peu embêtant de se dire on fait du wide alors que c'est pas du wide. Donc voilà, là, typiquement, c'est le genre de choses où, avec les designers, il y a une décision à prendre en se disant, en fait, on fait quoi? Est-ce qu'on rationalise ou est-ce que cette image qui a une largeur différente des deux valeurs de grille qu'on a, ça a vraiment de l'intérêt. Si ça a vraiment de l'intérêt et qu'en design, ils sont capables de le défendre, why not? Au pire, s'ils y arrivent, on fera il n'y a pas que du pixel.
Et au pire, s'ils y arrivent, on pourra réadapter cette taille-là. Donc on a ça. Là, j'ai oublié un petit truc. Normalement, sur le... Donc, là, il y a un background d'image qu'on ne peut pas forcément maîtriser. On aurait pu faire la même chose et à la place du groupe que j'avais initialement, prendre un block cover. Pourquoi est-ce qu'on aurait pu prendre un block cover? Parce qu'en fait, le block cover nous aurait permis de fixer la position d'image, en fait. Et si je prends tout ça et que je le copie dans ce bloc, on voit que l'idée de définir une position précise pour l'image peut avoir du sens, en fait. Donc, deux manières de faire, il n'y a pas vraiment de... Je trouve que les deux se valent. Là où le cover est intéressant, c'est que il y a directement un fil qui est embarqué et que en fait, on a la possibilité de placer cette image-là, étant donné que quand on regarde celle-là, elle se place aussi. Là, l'image qui est en background, je pense qu'elle est plutôt en top. Et en dessous, ensuite, très très simple, et on sera bon. Un texte centré et là, on est sur du full, on est sur une galerie de logos. Ça défile, c'est pas grave. Fondamentalement, on est sur une galerie qui est full. Et en fait, le fait que ça défile, moi, ce que je regarderai d'abord, c'est sur le site, est-ce que j'ai des galeries qui ne défilent pas? Et si j'ai des galeries plus classiques qui ne défilent pas, en fait, je prendrai galerie et je créerai un style pour cette galerie que j'appellerai logo, qui me déclenchera le mouvement justement de la galerie comme je veux. Voilà, mais fondamentalement, on a dans Gutenberg notre début de site. Je vais mettre en white, comme ça on a un peu comme ça on peut se projeter. Et voilà, là on a notre début de site. Amazing, n'est-ce pas? Qu'en pensez-vous? Je rajouterais juste, on l'avait déjà plutôt abordé dans des épisodes précédents. Le groupe avec un background image ou une cover, c'est bien. Et si tu veux rattraper un peu, on va dire, des manquements au background du groupe, tu peux faire des variations de blocs qui restent assez faciles à faire, et notamment justement pour du positionnement d'image. C'est vrai que du coup, moi, je les embarque de base maintenant, certaines variations de blocs, pour que mon background image soit un peu plus flexible que... Quand tu dis variation de bloc, tu dis style de bloc? Tu veux dire style de bloc? Ouais, style de bloc, ouais. Alors, du coup, pour montrer, parce que Loïc, si tu découvres, je vais te montrer ce que c'est les styles de blocs. Tu as certains blocs où quand tu les sélectionnes, dans la colonne de droite, en fait, là, il y a des styles. Par exemple, là, tu as un style rounded et un style défaut. Et en fait, c'est exactement le mode qu'on avait là. C'est est-ce que ce que je veux faire, je peux le réaliser, enfin, s'il y a des trucs spécifiques, est-ce que je peux déclencher le spécifique par rapport à du contexte? Ou si j'ai pas le contexte, est-ce que je peux le faire avec des styles de blocs? Donc, les styles de blocs, c'est exactement ça. En fait, l'idée, c'est que si je fais ça et que j'applique un style, et que je regarde là, ça m'aura posé une classe, en fait. Donc, le délire du style de bloc, c'est que c'est un bouton qui va te permettre de poser une classe sur le bloc. Ça évite aux contributeurs de devoir mettre des classes à la main. Ça rend l'édition un petit peu plus clic-clic. Donc, c'est pour ça que pour n'importe quel bloc, il y a des blocs, il y a des styles natifs qu'on peut dégager. Hein. Moi, souvent, je les dégage. Mais après, sur un site, pour n'importe quel bloc, en fait, on peut créer des styles custom qu'on va utiliser, qui nous génèrent simplement une classe. Mais on fait des styles parce qu'au moins, on les a à dispo sous forme de boutons. Et pour le contributeur, c'est un petit peu plus simple. Donc, ce dont d'arrêter de parler, c'est à force de faire des projets, tu te rends compte que tu utilises souvent les mêmes styles, ou souvent des styles, des concepts de style que tu partages de projet en projet. C'est bien ça, d'arrêter? Ouais, c'est ça. Du coup, c'est ce qu'on appelle aussi industrialiser, hein, ce qu'on dit souvent, Geoffrey et Exact. moi,
dès qu'on peut penser, on va dire, plus générique et réutilisable, voilà, on implémente. C'est ça. Loïc, que penses-tu déjà de cette première étape? Du coup, c'était assez clair, ouais. Après, c'est vrai que j'ai des petites questions, typiquement sur l'icône de search, enfin, de recherche. Là, on aurait le bloc recherche à disposition. Est-ce que nativement, on peut le transformer en loop? Parce que du coup, j'imagine que derrière, si on le transforme en loop, ça, on pourrait aussi ajouter une icône éventuellement en CSS, mais derrière, ouais, derrière, soit ça ouvre une modale, soit ça ouvre un champ de recherche. J'imagine que ça, nativement, c'est un peu plus tricky. Enfin, j'imagine que c'est pas prévu nativement par Gut. Ouais, Alors, bah là, il À faut quand quelques... même. Ici, effectivement, on pourrait se dire qu'en fait, on fait un bouton dans lequel on met une image. ouais, Et après, quand tu sélectionnes ce bouton, ça t'ouvre la search qui est comme ça. Voilà. Mince. Attends. Hop, on revient. T'as quelques options, effectivement, dans le bloc search, voilà. Ouais, c'est ok. Je les découvre. J'utilise tellement peu souvent, mais ok. Bah déjà, ça c'est pas mal. Après, change button position. Tu peux avoir button only. On va voir ce qu'il nous fait, ce qu'il nous sort. Donc là, tu as search, tu as ça. Bah voilà. Tu vois. ok. T'as presque, nativement, t'as presque déjà, Ouais, t'as un gros bout du comportement déjà. mm, Tu peux virer le label aussi Voilà. Voilà. Tu vois, voilà. Il y a déjà. Après, on a des trucs à repositionner ou quoi, mais ouais, le gros du taf est là, quoi, en fait. mm, Là, vous voyez que les méga menus, en fait, fonctionnellement, c'est déjà là. Après, il faut reskiner, et évidemment, hein. Et voilà. Est-ce que ça répond à ta question? ouais. Bah, nativement, je pensais pas que c'était déjà aussi avancé. Même si Gut, ça fait quoi, ça 4-5 ans, c'est ça? J'ai 5 ans, ouais, fin Ouais, 2018. Ouais, là, maintenant, ouais, bah, il est temps, hein. ouais, ouais. Et bah, après, oui, j'avais déjà commencé à styliser, enfin, supprimer des styles par défaut. Typiquement, les boutons, ouais, les boutons par défaut, solide et je crois que c'est solide et enfin, il y en a plusieurs. Et à rajouter les miens en custom. Enfin, ouais, ça, j'utilise du coup les blocs natifs sur lesquels je viens de me greffer pour faire je sais plus exactement ce que c'est les fonctions là, register block style. Register Teal, Euh, ouais. ouais. Ouais, c'est Et ça. c'est comme ça, je commence à utiliser ce genre de choses, mais c'est vrai que bah, je pratique pas encore beaucoup, donc ouais, c'est l'occasion. Ok. Mais en tout cas, c'était clair ouais, pour cette première partie, c'était. Voilà, il manque juste la galerie, mais voilà. Bah, tu vois, typiquement, tu ferais un registre style pour la galerie que tu appellerais logo, par exemple, et qui te permet de gérer le comportement spécifique. D'arrête, tu veux attaquer la suite? Ouais, voilà. Hop. La suite, c'est ça. Donc, dis-moi ce que je dois faire. On va se rendre compte à quel point c'est toujours aussi facile. Non, je réfléchis là. En desktop, tu as 4 colonnes. Là, dans ta visu, tu as 2 colonnes. Donc, du coup, après, ça passe en une colonne. Il faudrait, si je fais des colonnes, que tu les passes en stack, je pense que ça passe de 4 à une colonne. Tu peux pas diviser en deux. Si je Alors, fais des... attends. On va tester ça tout de suite. Donc, tu me parles de colonnes. Toi, ce que tu veux, ce qui Ouais, t'intéresse, c'est de voir la descente des 4 colonnes. c'est ça. Donc, je fais 3, 3, 3. Je vais dans Donc, mes. c'est pour ça que je réfléchis si je ferais pas des blocs du coup que je styliserais en grid ou en flex. Mais Ah, mais ça, c'est ta maladie, ça. ouais, Ça, c'est ta maladie.
Mais vas-y, on va regarder les colonnes. Alors, on est d'accord que, alors, on met une section et on met un H2 dedans. On est d'accord? Oui, tout à fait. Section. Donc, laisse-moi déjà faire une petite section. La section, on est d'accord d'arrêt, on ne va pas lui mettre de fond parce que le fond, c'est le PG Color. Ouais. Donc, on va juste faire ça. Je regarde juste si le PV color, il n'y a pas une alternance. Non, c'est ça. Ok. Si on part sur les colonnes, d'arrêt, est-ce que tu es OK avec moi si à chaque colonne, je mets un fond? Aussi pour gérer les coins arrondis, ouais. Parce que chaque colonne, tu peux faire un radius, je crois. Et ensuite, tu rentres une image, un H3. Alors, entre nous, quand je vois la charte du site, moi, j'ai envie de déclencher un radius à chaque fois qu'il y a un background quelque part. Hein. Là, il y a un radius. Là, il y a un radius. À chaque fois qu'on a un background, en fait, il y a un radius. Donc, on peut lier le radius à la présence d'un background, par exemple. Là, il y a un BG. Ouais, mais pas les mêmes tailles. Il y a un Pas les petit mêmes tailles. radius. Ouais. Parce que moi, tu me connais, foutre des radius là-dedans. Ah non, bah oui. D'ailleurs, ici, l'approche, c'est ça dépend de ce que veut le client, s'il veut on va dire, de la liberté de contribution, mais je suis pas trop, enfin, contribution, de mise en page. Je suis pas super pour. Mais au départ, je lui présente comme ça. Et si jamais il se rend compte que c'est un peu chiant de toujours reproduire malgré les blocs synchronisés, les compositions synchronisées ou des choses comme ça, enfin, compositions réutilisables, je lui dis on verrouille tout via des styles. Voilà, c'est quand même mieux. Bon, là, vu qu'il y a différents types de radius, en fait, ce qu'il faudrait dans la maquette, c'est déjà voir si à chaque fois, quand on est dans des contextes de colonnes comme ça, si dans tous les contextes comme ça, quand j'ai un fond, c'est le même radius. Dans ce cas-là, on peut le généraliser directement en CSS et on peut se dire que ce radius-là, qui est plus petit, en fait, peut être lié au contexte que c'est des témoignages dans un mode slider, en fait. Vu que c'est des témoignages, ça peut être lié au bloc qu'on va utiliser pour les témoignages. Ça peut être un bloc citation ou un bloc d'une composition qu'on fait nous-mêmes. Donc moi, j'aurais envie de dire, dans un premier temps, quand je vois cette maquette, je me dis, tiens, ça se trouve, c'est le radius par défaut, mais en fait, au pire, ce que je fais, c'est que là, on est d'accord que cette colonne, elle est en wide, parce qu'elle est alignée avec ça. Si demain, on devait avoir la colonne en classique, on pourrait se dire que quand c'est une colonne classique, le radius, il est à cette valeur-là, la petite là. Je passe, imaginons c'est 5. Et quand tu es en wide, le radius, il passe à ça, qui doit être, je sais pas, peut-être 15 ou 20. Ce serait une manière de faire. Ça, encore une fois, ça dépend. Il faudrait analyser l'ensemble du site pour se mettre d'accord sur des règles comme ça, généralement. Ok. Bon, dans un premier temps, si on teste la piste des colonnes, d'arrêt, toi, il me semble que ce qui t'intéressait, c'était d'abord de voir comment est-ce que les colonnes elles descendent. C'est ça. Tu as activé le stack. Le stack, stack code mobile. Voilà, stack on mobile. Ouais. Donc là, on est sur du wide et il me semble que. Ouais, ça va faire 4 à 1. Ouais, c'est ça qui me semblait. Ouais. Donc on n'a pas l'étape de 2. Donc soit l'étape de 2, on la rajoute. Cette étape-là. Ouais. Après, c'est pareil. Hein, en surchargeant de CSS, tu peux le forcer. Ouais. Parce que là, je genre de colonne. Je suis pas sûr qu'il ne détecte le fait que ce soit un 4. Si, ça reste du flex, hein, je crois. Du coup, il faut juste redéfinir les largeurs minimum selon les responsives, les breakpoints. Ouais, c'est ça. Après, il ne détecte pas que c'est une 4 colonne en particulier.
Donc là, voilà. Un des trucs qu'on peut faire, c'est réécrire, rajouter une étape dans la descente des colonnes. Après, si on rajoute une étape dans la descente des colonnes, ça va la rajouter pour toutes les colonnes, que ce soit des 2, des 3, des 4. Ouais. Voilà. Mais ça se fait. Ok. La deuxième piste que tu avais à la place des colonnes, c'était quoi? Pareil, toujours faire des groupes regroupés en rows. Mais au final, ça reviendra au même. Puisque les rows vont appliquer cette même règle euh, de définition des largeurs des colonnes en fonction des breakpoints Ouais. De en faire CSS, quoi. encore plus à la main, quoi. Ouais. Alors, Non, c'est sûr que. je vais quand même montrer pour Loïc. Donc, la deuxième piste de Darrett, c'est de se dire que je fais row comme ça. Et j'éteins. C'est de se dire que je fais ça. On est d'accord? Ouais. C'est se dire que je fais ça. À noter qu'en général, assez souvent, on se. Comment dire? Non, on ne se met pas du tout la tête pour ça, mais on a des gros débats parce que moi, j'estime que dès qu'on utilise des rows et ce qu'on pourrait du flex ou de l'auto-layout pour Figma, du flex pour les devs, moi, je ne suis pas très à l'aise avec l'utilisation du row dans des contextes où c'est le client qui toucherait le contenu. Utiliser cette fonctionnalité-là quand on est au niveau du template, je trouve pas ça gênant. Ça peut ramener de la facilité, etc. Mais le template, typiquement, le client, il ne touchera pas forcément au template, mais il va toucher au contenu. Donc, en fait, si pour reproduire une maquette, le client, il doit foutre le nez, comprendre ce que c'est Flex ou ce que c'est l'auto-layout et qui doit gérer ça, ça peut être un petit peu complexe, quoi. Et je te rejoins depuis 2-3 mois qu'on a commencé les découpages. Sur le dernier projet, j'ai plutôt privilégié les colonnes, du coup. OK. Donc là, si on a ça, l'observation qu'on a, Loïc, c'est que tu vois que, en fait, notre deuxième option, on n'a pas du tout de descente mobile. Sur la première option des colonnes, on a une descente mobile, elle n'est pas ouf parce qu'il nous manque une étape. Donc après, la question, c'est est-ce que tu as envie de rajouter une étape sur les colonnes ou est-ce que tu as envie de gérer toute la descente à la mano pour ces auto-layouts, sachant que pour pointer ça, il faudra sans doute leur rajouter une classe. Donc voilà. D'arrête, sur quoi tu veux partir? Les colonnes. Avant que tu répondes, la colonne, petit conseil retour d'expérience, tout ce qui est padding, déclenchez-les, ne les déclenchez pas sur des colonnes, mais liez les paddings à la classe qui met un fond, en fait. C'est beaucoup plus malin. Que ce soit pour les colonnes, pour les groupes, pour n'importe quoi. Dès qu'on a un fond quelque part, on a une classe qui s'appelle add background, en fait. Donc, en fait, c'est beaucoup plus malin de se dire, je vais déclencher du padding quand j'ai un as background, parce que l'avantage, c'est que c'est quand j'ai un fond, de toute façon, vous aurez besoin de place, donc vous pouvez le mettre là. Et le truc, c'est qu'au moins en faisant ça, vous pourrez utiliser les groupes pour d'autres usages sans avoir à vous coltiner des paddings à chaque fois. Donc voilà, retour d'expérience, ça marche très très bien. Les paddings sur les boîtes, liez-les au add background. Moi, après, j'aurais tendance à plutôt cumuler des contextes et dire, par exemple, tu vois, c'est colonne as background, tu vois, un truc comme ça, tu vois, ou un truc, tu vois, je trouverais un ID ou un truc. Regarde. La raison pour laquelle la raison pour laquelle je dis ça, c'est que tu peux aussi très bien être comme ça. Merde, je mets pas à jour le bon screen. Tu pourrais aussi très bien être comme ça, tu vois. Tu pourrais avoir un add background au niveau de la colonne, et je sais pas, dans la colonne, tu veux mettre un groupe, et pour ce groupe, tu as créé un style post-it, en fait. Ou bien tu veux faire simuler un truc de post-it.
Bah, en fait, en liant le padding au as background, bah, tu sauvegardes tout dès le début. Enfin, tu as un truc safe. Je vais voir si j'arrive à éditer la classe as background pour te montrer. Est-ce que je peux pas mettre l'élément style si je fais ça, voilà. Si je fais ça et si je fais le petit truc. Je sais pas si tu vois le truc. Mais si on le lie à cette classe, on anticipe déjà énormément de choses parce que là, du coup, ton petit, il sera là-dedans. Il sera Je fais un truc là-dedans. dans le chat. Je te dis, j'aurais juste peut-être rajouté un contexte. Pas, tu vois, Ouais, tu veux rajouter un si tu mets contexte. as background, tu peux cumuler du coup. Si tu mets juste le as background, justement, ton padding il se répète dans chaque Ouais, ouais. padding. Quoi. Alors, tu vois, typiquement, il y a un truc dans les contextes, c'est hyper intéressant ce que tu mets là parce que moi, en termes graphiquement, tu vois, ce que ça me dit, ça, c'est que par exemple, lui, voilà, je vais lui mettre une couleur à part. Voilà. C'est en fait lui typiquement, ça pourrait servir à ton imbrication à dire que quand tu as un as background, par exemple, tu as un radius de 30. Par contre, quand tu as un as background dans un as background, tu n'as pas forcément envie d'avoir un radius de 30, tu as envie d'avoir un radius de 15, par exemple, pour que la descente de tes radius corresponde à l'imbrication. Donc ça peut, voilà. Après, ça dépend à chaque fois de tes cas d'usage. Mais, mais oui, tu peux aussi t'amuser en déclenchant ça de cette manière-là. Loïc, est-ce que tu arrives à voir un petit peu les subtilités du coup avec lesquelles on arrive à jouer? Ouais, carrément. Donc voilà. Si on continue le découpage de maître d'arrête, comment est-ce que d'arrête tu gérerais ça? Ou bien Loïc, hein, si tu as envie, si ça te chauffe, comment est-ce que vous géreriez ça? Je regarde juste encore un truc. Est-ce que c'est. Ça aurait pu être une query loop. Je regarde juste si c'est justement différents types de pages ou si c'est juste des cartes comme ça. C'est des liens, t'as des liens vers des pages, en fait. Ouais, ok, tac, effectivement. Après, dans ce que tu dis, c'est quoi? Regarde, ça pourrait être un query loop sur une liste de sous-pages. Ou un CPT si ça avait été un CPT. Oui, si c'est un CPT. Mais là, dans ce cas-là, je vois, c'est pas un CPT parce que dans le Non, ouais. URL, il y a plein d'indications. Et puis, je vois pas forcément l'intérêt de faire un CPT pour ça. Mais imaginons, on fait ça, une query loop. Dans la query, on pourrait très bien dire c'est des pages et c'est un filter et des sous-pages d'une page qu'on choisit, par exemple. Et du coup, par exemple, tu vois, au niveau des icônes, ça pourrait changer. Ça pourrait être la feature image ou des trucs comme Ouais, ça. c'est ça. Mais attends, on va le faire vite fait. Si on a un délire de sous-page, voilà. Après, là, j'y crois pas trop parce que si tu regardes la structure des URL, tu vois que c'est des pages de niveau 1. Mais ça peut, je veux dire, il faut voir dans les filtres, ça se trouve, hein, ça se trouve, on peut les sélectionner avec des keywords ou des choses comme ça. Mais il y a un truc, ouais. Ça a du sens. Et là, du coup, dans le post template, ce qu'on ferait, c'est que le titre, on le garde, la date, ça dégage. On mettrait la thumbnail. Et pareil, toujours un peu à la mano et du dev, j'ai découvert ça dans mon dernier projet en cliquant sur l'option, à un moment, quand tu vas sur ta query, tu as une option oui, d'aller dans le filter là. Si tu peux la reprendre dans le truc. Attends, juste. Ouais, J'ai vas-y. l'excerpt qui est là et juste en dessous, je vais mettre, quand on a l'excerpt, app
Parce que ça, ce code-là, on est d'accord, hein, c'est l'excerpt de la page. On ne va pas s'embêter. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un. Alors, ce ne sera pas un bouton, ce sera link. Attends, c'est quoi nouveau? Redmore, non. T'as pas un Redmore? Bah, il met read more si j'ai pas de. Si j'ai pas de texte. Ah non, alors je pense que normalement, moi je mettrais plus le lien sur le titre. Et ici, alors c'est peut-être un peu dégueulasse, mais j'assume complètement. Moi ici, je mets un bouton vide. Je mets un bouton vide parce que je veux le lien sur le titre de la page. Et après, ce que je fais, c'est que soit en rajoutant une classe ici, soit en rajoutant une classe, soit en faisant un register style, bah, en fait, je veux pointer le fait que bah, au rollover sur toute la carte, bah, j'active ce petit truc au niveau du bouton, parce que c'est tout ce que ça fait, en fait. Donc, rollover sur la carte, le bouton, il a ce truc. Et ce que je fais, c'est que le A qu'il y a sur le titre, donc le I qui n'était pas là quand on en avait parlé, mais je fais la méthode un after sur le A pour que ça prenne toute la boîte. Et comme ça, je trouve que on est plus juste. Mais du coup, ça donnerait ça. Et effectivement, j'arrête. C'est plutôt pas con. C'est plutôt pas con. Bon, en tout cas, ça se défend franchement. Ouais, je te disais, la petite astuce, si tu retournes sur la Corée Loop. Ouais, attends, je vais mettre les couleurs pour qu'on puisse voir un petit peu tout le délire, qu'on puisse juste voir les choses. Voilà, ça donnerait ça. Et sur les Corée Loop, oui, pardon, dis-moi. Vas-y, hop, voilà ici. Quand tu vas cocher le Inner Query from Template, au lieu d'avoir les filtres donc, du coup manuels, ça tu peux hooker et changer ta query loop. Ok. C'est un truc que j'ai découvert dans mon dernier projet, c'est vraiment pratique. Okay. On peut pas sélectionner des. Tu vois, ça c'est un truc qui manque, on peut pas sélectionner des pages par ID. Ça c'est un peu con. Ouais, t'as content block. Mais bon, franchement, alors bon, avec les parents, ça veut dire que c'est des sous-pages d'une page, donc les URL, ça va pas marcher. Mais on pourrait imaginer, je veux dire, c'est une piste intéressante parce qu'on pourrait imaginer quand même ça a du sens en fait. Ça a du sens que fonctionnellement, parce que fonctionnellement, c'est une liste de pages. Donc ça a du sens. En fait. Là où ici, par exemple, ça c'est pas applicable. Donc c'est pas forcément une liste de pages. C'est plutôt une liste c'est des caractéristiques, quoi. Donc franchement, je te suis plutôt pas mal là-dessus. Juste à voir dans les filtres. Quel filtre on peut imaginer pour se démerder. Ouais, à voir les filtres. Ok, ça goûte. Bon. Est-ce que ça vaut on continue encore sur cet exemple ou est-ce que en termes de principe on est. Non, ok. Ah. Arrête, tu veux continuer à mettre un petit coup ou. Non, bon, moi là je vois pas de. Je regarde le reste de la page. Hein. Je vois pas de cas un peu intéressants à découper, donc d'autres cas intéressants à découper. Donc, Il peut y avoir ce truc-là, tu vois, c'est tout con, mais ça. une cover, et puis tu veux deux Ouais, colonnes. Quoi. en fait, l'idée, bah, Loïc, par exemple, rapidement, tu vois, on regarde ça.
boum, comment ça se transmet en mobile. Ça me permet de voir un petit peu comment se comporte le background, l'image, si elle se comporte vraiment comme une image de background. Dans ce cas-là, oui, je vais utiliser le block cover, en fait. J'ai utilisé le block cover parce qu'il me gère déjà à la base tout le comportement de l'image et j'ai pas besoin de m'embêter. Et c'est un bloc sur lequel on va mettre une. Donc, on parlait la dernière fois d'un register style que moi j'ai industrialisé et que il me semble Darret utilise aussi. C'est un register style que moi j'ai appelé. Comment je l'appelle? Je l'appelle box ou card ou je sais plus. Et en fait, l'idée de ce register style, c'est que je l'applique par exemple à n'importe quel groupe, donc ouais, à un groupe, à une colonne, ou en tout cas à un container qui contient des trucs. Donc ça peut être une colonne au singulier, ça peut être un groupe. Et en fait, le délire de cette classe, c'est que ça va pointer le premier lien de ce groupe. Ça va mettre. Alors déjà, ça va mettre le groupe en relatif parce que j'en ai besoin. Ça pointe le premier lien du groupe et à ce lien, ça met un after qui fait 8 100%, enfin absolute, 8 100%, 8 100%. Et en fait, ça permet que là-dedans, quand tu as des boîtes comme ça, au final, tu mets le lien sur ce que tu veux, même un texte, par exemple, au lieu de l'avoir sur le titre, sur le bouton, tu le mets le lien sur ce que tu veux, et au final, ça te permet d'avoir, pour l'utilisateur, d'avoir une boîte entière qui est cliquable, alors, sans se préoccuper de où est le lien. Ça permet de temps en temps de faire des liens optimisés sur des textes plutôt que sur des boutons. Parce que là, faire un lien sur un bouton qui dit learn more, ça n'a aucune valeur. Faire un lien sur le titre, ça a de la valeur, ok, on peut voir. Mais demain, si tu fais des choses à la main, si ça, tu le faisais à la main, ça se trouve, tu vas vouloir mettre le lien sur with the speed and security you expect. Tu vois. Ouais. Et du coup, quand tu disais mettre un bouton vide, est-ce que tu peux définir le tag HTML du bouton ou c'est toujours un lien? Ça Du sort coup, un lien. Ça sort un ouais, lien. ok. Je Ça me sort un posais la lien. question en SEO au niveau des liens vides, comment ça se comporte? Est-ce que c'est bien ou mal vu par Google? Je sais pas. Alors, franchement, Ouais, Après, au-delà de l'aspect SEO, dans tous les cas, tu pourrais toujours préciser le lien, mais ça ferait un peu doublon au niveau de la contribution. Mais c'est vrai qu'il y a aussi l'aspect accessibilité où quand tu lis le markup, il y a de la cohérence. Et ouais. c'est très logique de mettre plutôt un bouton voilà. Sinon, moi, ce que je fais, c'est je mets learn more en paragraphe. Et à la mano, le paragraphe, je vais lui mettre button. Et en fait, là, je sais que je suis. Et en fait, là, avec du contexte, je saurais que je suis dans une query loop. Mon contexte, c'est la query loop, en fait. Dans la query loop, j'ai un texte j'ai un paragraphe avec une classe bouton. Bah, en fait, je lui hérite le style d'un bouton et le rollover d'un bouton. Comme ça, ce n'est pas un lien. Je fais pas de la merde. Et comme ça, en fait, sur le A, le A, je le mets là où je veux, en fait. Ok. Si possible. Et pour aller plus loin, je pourrais regarder. Regarde, parce qu'il y a un truc qui est bien, c'est que les classes de Gutenberg sont vraiment très spécifiques. Enfin, sont très reconnaissables et tout. Et moi, j'aurais même tendance à dire que je vais aller là-dedans. Je vais copier cette classe. On va tester. Hé, t'es prêt? Donc, j'ai copié la classe du bouton du lien et je l'applique. Et j'ai même pas besoin de faire du CSS en plus. C'est-il pas beau? Qu'en pensez-vous? Après là, on rejoint un peu ton concept d'expérience contributeur où le bouton est peut-être plus naturel et simple à utiliser par monsieur et madame Machu que le lien, que le paragraphe où tu appliques un style
Mais en tout cas, ça peut être une réponse à un SEO qui te dit, bah là, il y a un vide, c'est dégueulasse, trouve-moi une alternative. Ok, ça pourrait être une alternative. Ouais. Voilà. Bon, Loïc, t'es convaincu, tu commences demain? C'est pas demain, mais Bon, je vous posterai les sites que j'ai ouverts, je vous les posterai dans le Discord. Si vous n'avez pas plus de questions, je vous propose de passer à la suite. Est-ce que ça vous va ou pas? Messieurs, ça vous convient? yes. Ok. Il y a un Alors, peu de bruit de mon côté, les coworkers sont en train de déjeuner. ok, non, pas de problème. Alors, l'étape donc numéro 2, donc Loïc, d'habitude, il y a quelqu'un qui propose un sujet. Là, il n'y a pas forcément de sujet. Par contre, il y a des choses à voir. Et c'est notamment ce truc-là que je voulais vous montrer. Donc, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, en design pour Gutenberg ou avec Gutenberg, j'aime pas pour Gutenberg, mais avec Gutenberg, il n'y a pas énormément de ressources. Il y a Biapi qui a sorti Johannes, qui est un kit de wireframe pour Gutenberg. L'autre ressource qu'on peut trouver facilement, c'est tout ce qui est les designs des sites, des thèmes, les designs des thèmes WordPress par défaut. On peut trouver les fichiers Figma assez facilement sur le net parce qu'ils sont open source. Mais en soi, il n'y a pas forcément de ressources vraiment pour faire du design sur mesure par rapport à pour un thème FSE. Donc moi, j'ai commencé à travailler là-dessus, en fait. Et l'idée, c'est d'obtenir donc c'est un kit que je réplique à chaque fois avec les agences WordPress avec qui je travaille pour leur apprendre à designer avec Gutenberg. C'est un kit qu'on réplique à chaque fois. Bon, ça sert à rien de le donner, il faut que les gens le fassent eux-mêmes pour le comprendre. Mais l'idée, c'est que c'est un starter kit Figma qui permet d'avoir le même niveau d'abstraction que ce qu'on a quand on fait quand on bosse avec quand on développe un site FSE. Donc en fait, c'est un Figma dans lequel il y a un truc intro, il y a des symboles, ça c'est garbage. Et après, en fait, le fichier est composé en 3 niveaux, qui sont un petit peu les 3 étapes en fait qu'on met en place pour développer un site en FSE. Le premier niveau, c'est le thème.json. Donc, le thème.json va contenir toutes les informations de configuration en mode V0 du site. Ensuite, une fois qu'on a le thème.json, on commence à styliser des blocs. Et une fois seulement qu'on a les blocs, là, on a les templates. L'idée, c'est que ce truc-là, en fait, ce fichier-là, il puisse être mis à disposition et duplicable pour un fichier, pour un nouveau projet, pardon, et que, en fait, la décomposition même de ce fichier corresponde à des specs qui sont pré-mâchés, en fait, notamment pour le domaine. Donc là, vous avez par exemple, donc moi j'estime que dans le thème.json, il y a pas mal de choses qu'on peut configurer. Donc il y a toutes les variables du projet, mais il y a aussi des variables custom. Notamment, ça a du sens pour les couleurs, vous verrez après. Donc ça, c'est les grilles, c'est ce qu'on avait avant. On a la grille par défaut, on a un wide, on a un full. Dans le thème.json, on a juste à spécifier les max width des différentes grilles, donc le max width de défaut et le max width de wide. Sauf que assez souvent en design, on ne les a pas. Donc là, c'est un modèle dans lequel elles sont prêtes. Pardon. Elles sont prêtes. Le deuxième niveau, on en parlait sur notre dernier live la dernière fois. Deuxième niveau de variable custom, pour le coup, à intégrer, selon moi, dans le thème.json, c'est les variables d'espacement. Donc, partout sur les sites, j'estime qu'avec, je crois qu'il y a 7 ou 8 valeurs, de XS à XXL, j'estime qu'avec 7 ou 8 valeurs, que ce soit des espacements, que ce soit des tailles de texte ou des choses comme ça, aujourd'hui, on compose tous les sites qu'on veut. Donc, l'idée des spacers, c'est de se dire que, en intégration, un problème qu'on rencontre souvent, ou que les devs rencontrent souvent, c'est que quand ils inspectent les maquettes, les
les espacements entre les éléments ne sont pas forcément unifiés. Donc parfois, en fait, le développeur se pose la question, mais du coup, je dois arrondir où? Je dois faire un choix, je dois faire quoi, etc. Donc ça peut vite poser problème. Une des solutions qu'on peut mettre en place, c'est de se dire, on a un set de X valeurs d'espacement pour tout le site. Et en fait, on leur trouve une descente logique. Et en fait, on compose avec ça. Donc là, par exemple, vous avez 15. Chez moi, c'est 15, 30, 45, 60, 90, 180. Est-ce qu'on peut, à partir du moment où on a des variables d'espacement comme ça en desktop, on peut déjà prévoir leur valeur mobile quand il y en a, c'est-à-dire que XS et S qui font 7 et 15 pixels, il n'y a pas lieu d'avoir une valeur mobile. Par contre, tout ce qui est au-dessus du défaut chez moi a une valeur mobile qui correspond en général à ce qu'il y a en dessous. Donc là, en desktop, XL c'est 90, XXL c'est 180. Le XXL en desktop, en mobile, devient 90. Et on remonte comme ça au fur et à mesure. Donc ça, c'est un module assez intéressant. Et l'avantage, c'est que dans les maquettes, en fait, les designers ont un composant pour les espacements. En fait, ils peuvent dire s'ils veulent voir l'espacement ou pas. Comme ça, on ne les voit pas sur les maquettes. Donc là, j'ai juste laissé un contour pour qu'on puisse le voir. Mais l'idée, c'est que l'espacement, je peux le cacher ou je peux le masquer. Et après, je fais la variable de cette page en mobile. En fait, je passe l'espacement en mobile. Et en fait, le dev a déjà sa spec. En fait, sa spec, elle est là, ici. Donc, il peut faire un clamp, le dev, facilement, avec un clamp générateur qui est là, par exemple. Il peut faire un clamp et sur la maquette, il peut vérifier que le XXL reste bien du XXL, en fait. Et le designer peut toujours afficher ou masquer son espacement parce que on n'a pas envie de designer avec des carrés rouges partout, quoi. Donc ça, c'est une des choses qui peut faire gagner un temps assez monstre aux équipes. Une fois qu'on a industrialisé l'espacement, on peut le faire un peu avec tout, hein. On peut industrialiser des border radius. Donc là, étant donné que dans le thème JSON, on peut déclarer des variables custom, on peut mettre un radius S, radius et radius M, par exemple. Et forcément, ces valeurs, on peut déjà anticiper. C'est ce qu'on disait avant avec Darret. On peut déjà anticiper la valeur d'un radius sur desktop et sur mobile. En restant sur le même principe, si là j'ai un radius de 15, en desktop de 30, je reste sur ma descente logique d'espacement. 30 devient 15 et 15 devient 7. Voilà. Et 7 ne change pas, par exemple. Ça, c'est le deuxième point. Et après, vous continuez avec tout. Vous continuez avec les shadows. Vous continuez avec les tailles d'icônes. On peut se dire, voilà, les tailles d'icônes, je reste du XS au XXL. Ou bien je fais toujours des tailles d'icônes qui sont en EM parce que c'est intéressant. Donc ça se configure dans le thème JSON. Et après, il reste deux gros points à configurer dans le thème JSON. C'est tout ce qui est lié aux polices de caractères. Donc, l'idée, c'est que souvent, quand on traite la typo, il y a deux composantes. Il y a la composante des tailles de texte, mais il y a une composante qu'on oublie tout le temps. C'est la composante des hauteurs de ligne. En fait, la hauteur de ligne, elle est hyper importante parce qu'elle est déterminée, elle est variable par rapport à trois choses. 1, la taille du texte. 2, la longueur de la ligne. Et 3, le choix de la police de caractère, le dessin du caractère. Donc, c'est-à-dire que sur des caractères plus ou moins condensés, plus ou moins lisibles, etc., on va vouloir ajuster la hauteur des lignes parce qu'elle bénéficie de la lisibilité. Sur des longueurs de ligne qui sont très longues, on va vouloir augmenter la longueur de ligne. Versus sur des longueurs de ligne qui sont très basses, on va vouloir la réduire. Et après, sur une valeur classique, sur un texte de labeur, on veut pouvoir configurer la hauteur de ligne pour avoir des choses confortables. Donc là, déjà, c'est trois variables custom qu'on peut ajouter dans le thème JSON qui ont du sens. Et après, si on observe le thème JSON, en fait, ce qu'il propose, c'est, en termes de gestion de typo, il ne propose pas de styliser des balises. En fait, le thème JSON propose de définir un set de taille de texte. Et après, pour chaque balise, notamment un titre ou un truc comme ça, on vient précharger
un set, on vient précharger une valeur de texte de l'éditeur. Donc là, l'idée, c'est de garder exactement la même logique, c'est de se dire que pour mes font size, en fait, je vais partir sur un éventail de 7 font size qui vont du XS au XXL. Pour chaque font size, en fait, je vais avoir le loisir avec un clamp, de dire s'il y a une valeur desktop et s'il y a une valeur mobile. Donc ça veut dire qu'on anticipe déjà tout le responsive, on n'a pas besoin de gérer. Donc ça, c'est avec les typos fluides. Dans le thème JSON, on n'a pas besoin de gérer les media queries pour gérer du responsive sur les typos. Donc ça, c'est génial. Et après on met du pixel, du EM, ça, c'est pas tant le problème. Avec un clamp calculator, ça vous le fait tout seul. Ou de toute façon, vous les mettez en pixel dans le thème JSON, il vous calcule tout, il génère la variable tout seul. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que ça nous permet de dire, en fait, cette taille de texte sur mobile, sur desktop, typiquement, on serait sur un Lineate XS, et sur mobile, vu qu'elle réduit, il faut qu'on l'adapte. Donc ça, aujourd'hui, l'adaptation du Lineate avec le texte qui augmente et qui descend sur desktop ou mobile, c'est pas fait dans le thème JSON. Par contre, c'est un truc qu'on peut rajouter en CSS en se disant tout ce qui est la classe isFontSize XXL, en fait, le Lineate mobile, c'est ça, le Lineate desktop, c'est ça. Donc, le Lineate va se rajouter plutôt en CSS, parce qu'aujourd'hui, c'est pas dans le thème JSON du Lineate variable en desktop et en mobile. Mais voilà, l'idée, c'est que là, il y a déjà une spec, et après, il y a 2 étapes. Donc, la première étape, c'est on vérifie que tout ça soit cohérent. Donc, ça nous permet de vérifier que nos textes dans leurs différentes tailles sont bien lisibles. Donc, on est OK. Là, on a souvent des cas où, par exemple, le XXL, on passe d'un Lineate XS à S, parce que forcément, on réduit la taille, en fait. Voilà. Et après, la deuxième nuance de la gestion des polices sur le thème JSON, c'est que, en fait, dans un deuxième temps, on va dire quels sont notre éventail de polices. Donc là, j'en ai mis 2 basiques, une sans sérif, une sérif, que je conseille d'appeler par des noms descriptifs et pas par des noms de typo. Donc cette police dans le thème JSON, je ne vais pas l'appeler inter. Cette police, je ne vais pas l'appeler times. Parce que si demain la charte de mon client change, je n'ai pas envie de changer le nom de la police, je veux changer la valeur du fichier police. En fait. Donc on fait ce qu'on veut, on l'appelle, là, il y a des exemples, on peut l'appeler text font, brand font, ce qu'on veut, mais l'idée c'est qu'on définit le nombre de polices qu'on a et après ça nous permet de tester. Voilà, je prends ma deuxième police et j'applique toutes mes tailles et tous mes auteurs de ligne sur cette deuxième police pour voir est-ce qu'on est OK. Voilà. Et là, on a une spec pour toutes les polices du site qui est prête, industrialisée et qui est réalisée en 20 minutes. En 20 minutes, c'est réglé en fait. Là où avant, quand on faisait des intégrations, la gestion des textes, ne serait-ce que pour les styles et tout, c'était une vraie galère. Donc là, en 20 minutes, tout est réglé. Et de cette manière, on peut faire du H1 qui est affiché selon ce qu'on précharge. Donc ça va être un inter XXL, par exemple. Mais on peut aussi faire du H1 qui ressemble à du Time News Roman en L. Ça reste un H1 et tout va s'adapter. Voilà. Et avant, du coup, les dernières questions, il y a la dernière couche du thème JSON qui est les couleurs. Donc les couleurs. Il y a un site qui marche très bien, c'est Tailwind Color Generator. C'est un site qui est très intéressant parce qu'on balance une variante de couleur et en fait, il nous sort un éventail un nuancier qui va du 50 au 950. Donc après, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça? Moi, ce que j'ai observé avec les projets, c'est que assez souvent, je vais garder une valeur sur 2 et en fait, je vais toujours garder une valeur 50 parce que c'est du faux blanc, en fait. Et ça me sert notamment pour des fonds. Et je vais garder une valeur entre 900 et 950 que j'appelle 900 et que j'utilise en faux noir. Et après, je fais une sur 2. Donc l'idée, c'est que je garde du 100, 300, 500, 700, 900. Et ça, on peut l'appliquer à une couleur de marque, par exemple.
On peut se poser la question si la couleur de marque, elle tombe pas pile poil dans le 500. Bah, si la couleur de marque, elle tombe dans le Tailwind me dit, tiens, ta couleur, elle correspond à un 600 ou à un 400, c'est à moi de me dire, OK, qu'est-ce que je garde? Je vais garder le 50, je vais garder le 900, et après, qu'est-ce que je garde pour qu'il y ait un truc logique? Là, il y a une logique 100, 200, 100, 300, 500, 700, on voit qu'il y a 1 sur 2. Donc moi, ce que je conseille, c'est si la couleur de marque, elle est en 400, en fait, je vais voir que ça me permet de voir qu'elle est un petit peu légère. Donc, je vais orienter mon client pour le web sur la version 500 de sa couleur. Parce qu'en fait, on va avoir, en termes de contraste, on va avoir des choses plus intéressantes et plus justes. Si la couleur de marque, elle est sur du 600, bah, je vais dire, OK, 600, soit ça passe sur du 700, mais ça change quand même. Soit la 600, je la définis comme la 500. Ce ne sera pas vraiment une 500, mais si mon client, je trouve, il est vraiment attaché à sa couleur, je la définis en 500. Ouais, ça marche pas à tous les coups, parce que t'as des marques, j'ai vu qu'il y a récemment, où l'une des, sur la secondary que la primary, mais qui est assez sombre, limite un noir. Donc le dégradé, tu peux juste l'éclaircir, tu peux rarement enfin tu peux pas l'assombrir. Ouais. Voilà, donc faut s'adapter. Moi en général, les couleurs de marque, bah, je les garde et je les mets toutes en 500. Et comme toi, je garde 6 nuances parce que sur la palette Gutenberg, ça tombe bien, ça fait 6 cadres. Ouais. Donc, Alors, du coup, c'est marrant ce que tu dis parce que ça m'amène à la suite. C'est en fait, une fois qu'on a tout ça, parce que tout ça, au final, c'est des variables custom qu'on déclare dans le thème JSON, et après, on en fait quoi? Donc, en fait, dans Figma, il y a un truc qui est hyper intéressant qui s'appelle la gestion des variables. Et c'est une option qui est hyper pertinente parce que ça nous demande de nous questionner à quel niveau d'abstraction est-ce que ma variable est présente, en fait. Est-ce que j'ai envie d'utiliser un brand 500 pour ma couleur de bouton ou est-ce que j'ai envie d'utiliser un button background color? Donc, pour arbitrer ça, en fait, on peut se poser la question de si demain j'avais à faire un thème dark et un thème light, quel choix je prendrais? Du retour d'expérience des gens qui bossent sur des design systems ou quand on fait des design systems ou des sites avec différents thèmes, le conseil irait plutôt sur deux niveaux d'abstraction. Un premier niveau d'abstraction dans lequel on définit des variables qu'on appelle primitives, c'est-à-dire des variables qu'on appelle selon la nomenclature. Donc, ça serait là ma nuance de black, mais là, il y aurait un brand 500, etc. Et on les nomme là-dedans. C'est pareil, on peut nommer un body text, la grid par défaut, ce genre de choses. Les spacers, on peut les mettre là-dedans, les border radius aussi, en faisant référence directement aux spacers, comme ça on ne s'embête pas. Et après, l'idée, ça serait que donc ça, c'est ce qu'on définit au niveau du thème.json. Et après, ça serait de se dire, au moment où on commence à styliser des templates ou des blocs, en fait, on va créer, je prends par exemple le body, on va créer un nouveau niveau de variable qui va piocher dans les primitives existantes, mais qui va nous permettre de switcher rapidement. Donc, c'est-à-dire que dans le thème JSON, on va faire un truc qui s'appelle body BG color, qui va faire référence à Black 100, par exemple, qui a déjà été défini en amont. Et l'avantage, c'est que si demain, on a une classe sur le body qui s'appelle dark, ou si demain, on utilise une variation de thème d'un thème FSE, en fait, on a juste à réécrire cette variable-là, en fait. Et on n'a pas à réécrire les variables au niveau des primitives. Et ça simplifie quand même vachement les choses. yes. Moi, j'ai une autre méthode. Du coup, je partage juste, c'est une librairie JS qui te permet, du coup, j'utilise Tailwind, mais C'est ça? euh, C'est ce que j'ai sélectionné là? ouais. Du coup, quand je définis dans mon thème JSON mes palettes, les palettes du thème JSON sont converties en variable Tailwind. Et donc, du coup, je peux faire mes backgrounds ou mes textes ou toutes les variantes de couleurs, les bordures, etc. avec mes noms de mon thème JSON, quoi. Ok, et du coup, c'est des noms qui. Alors, je vois le truc.
ça me fait rebondir sur une question. Est-ce que c'est des noms dans lesquels, c'est des noms de couleurs dans lesquels tu as la valeur 500, 600, etc. Parce que moi, je nomme dans mon thème JSON mes palettes primary, secondary, tertiary, accent, light, dark, etc. Et après, je mets les nuances de 300 à 800. Ok. Alors, la raison pour laquelle je te demande ça, c'est que moi, j'ai bossé sur. En fait, ce qui m'intéresse dans l'industrialisation, c'est aussi industrialiser des bouts d'accessibilité, des trucs qu'on peut faire facilement. Et alors, je chope juste le code, je vais te le montrer, tu vas comprendre. Et tu vas comprendre pourquoi je te pose la question de est-ce que la valeur de la couleur, elle est présente? Alors, pour aller, actionne. Alors, le X, je ne te connais pas encore beaucoup, mais je sais que ça va beaucoup plaire à Dareth. Ça. Et en fait, ce que je fais, c'est notamment sur les classes où il y a des backgrounds, en fait, moi, j'ai besoin de garder la valeur de la couleur dans la classe parce que ça me permet d'automatiser les couleurs de texte que je mets au-dessus. Et du coup, ça me permet d'industrialiser le fait que toutes les couleurs, par exemple, jusqu'à de 50 à 400, bah, en fait, par défaut, je mets un texte noir. Et toutes les couleurs de 500 à 900, bah, par défaut, je mets un texte blanc. Ouais. Moi, j'ai pas le paramètre par défaut, mais oui, j'ai chaque couleur, tu peux les réinterpréter par degré, 300, Ouais. 400, 500. Parce que ça, du coup, c'est un truc, je l'ai observé sur les projets sur lesquels je déploie ça. C'est con, hein, c'est vraiment con, mais ça marche super, super bien. Et ça simplifie la vie, mais de fou, en fait. C'est un petit peu la même logique que de dire, bah voilà, là, que de dire, bah en fait, les paddings sont déclenchés par des backgrounds, des border colors. En fait, c'est des choses des éléments qu'on peut mettre au niveau d'une classe qui au final est assez primitive en fait. Mais c'est des comportements qui peuvent se propager très très vite et nous simplifier la vie de manière assez exponentielle. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des remarques là-dessus. C'est un doc en cours sur le Discord. Au fur et à mesure que ça avance, je pense que je vous partagerai les avancées. Mais l'idée, c'est qu'après, vous êtes mis à disposition pour que vous puissiez soit essayer de travailler une moulinette d'un starter thème JSON, parce que c'est l'objectif. Là, c'est un starter kit Figma, il faut qu'il corresponde à un starter kit thème FSE. Mais voilà, c'est le gros truc qui vous sera partagé prochainement parce que bah, il y a un peu de boulot quand même. Mais ça permet d'industrialiser beaucoup, beaucoup de choses qui, sur tous les projets, n'ont aucune valeur à être refait de zéro, en fait. Oui, d'accord. Et l'autre avantage, alors l'autre truc, c'est que pour vous montrer tout l'intérêt des variables ici, c'est que si je vais là-dedans, donc je duplique ce projet pour un nouveau projet, si je décide qu'en fait mon spacer, ça, XS, c'est 20, là, je ne sais pas si vous voyez ce qui se passe sur l'écran, c'est que j'édite mes variables et j'ai tous mes composants qui s'éditent en même temps. Je ne sais pas si vous voyez. Non, ouais, si je vois, mais je ne connaissais pas du tout ce plugin sur Figma. C'est un plugin, c'est ça? C'est pas un plugin, c'est natif maintenant. Alors Ah c'est ouais, en ok. mais c'est la gestion des variables de ton fichier Figma, local variable. Et c'est Ok. une tuerie. Et c'est ce qui te permet notamment de gérer, quand tu n'es pas sur une variable primitive, mais sur une variable localisée, tu peux dire bah, body BG color sur le thème light, c'est ça, sur le thème dark, c'est ça. Et alors, je ne sais plus comment on active les thèmes, par contre. Ça, il faut que je fouille. Mais là, on est typiquement body BG color. Tac. Je ne sais plus comment on active les thèmes. Mais en tout cas, dans Figma, tu peux choisir le thème d'un fichier. Enfin, le thème
d'un plan de travail. Et quand tu changes le thème, en fait, bah, ça t'édite, étant donné que tu as édité ton design avec des variables, bah, ça te balance la valeur de la variable avec ton nouveau thème. Ok, ok. C'est un truc de dingue. Je sais plus où est-ce qu'on définit le thème. Mais voilà. Demain, en mode design. Ah, regarde. Bim! Là, je choisis mon thème. Et ça me change tout. Donc, ça veut dire que demain, tu as un layout, tu vas dessus, tu vas sur ton thème Dark et tu as ta maquette qui sort directement en Dark Mode. J'avoue, moi, je m'épargne ça encore sur Filmode. D'ailleurs, que j'ai trop retouché sur mes derniers projets, parce qu'on me file des designs. Mais avec les styles Gutenberg, donc du coup, on va dire l'équivalent des. Enfin, c'est des variations du thème JSON. Et ben, Ouais. tu fais des trucs pareils, un light et un dark mode très facilement, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, du coup, ça, là, ça, c'est une matérialisation d'un. Ça, c'est des variables. Et dans ton JSON par défaut, tu vas mettre ça. Et quand tu fais un thème variation avec un autre JSON, ben, dans ce JSON, tu vas spécifier uniquement ce qui change. Donc, tu vas spécifier uniquement ce niveau de variable-là, en fait. Tu ne vas pas Exactement, c'est ça. spécifier toutes tes primitives, en fait. Tu respécifies uniquement ce qui change. Et ça, du coup, ça c'est une boucherie. Voilà. Et après, soit tu le fais avec une variation, soit tu dis, bah, à un moment, en CSS, voilà, j'ai une classe dark qui peut être appliquée sur le body. Bah là, tu as juste à faire un CSS où tout ouvre body, et en fait, tu vas juste, enfin, body.dark, et tu vas juste réécrire ces variables-là qui vont taper dans les variables primitives qui sont déjà enregistrées dans le bloc JSON. De toute façon, actuellement, tu es obligé de faire ça parce que le style, il est global. Tu peux pas appliquer un style sur une page. Dans les prochaines évolutions, tu pourras le faire, mais là, pour l'instant, du Ouais. coup. Mais déjà là, normalement, avec ça, avec ce mode-là, et ces deux couches de variables, tu es prêt pour l'aujourd'hui et le demain, en principe. Donc voilà, on arrive au bout. Est-ce que vous avez des questions? Loïc, tu as des questions? Non, tout ce que je peux dire, c'est que je rêverais d'intégrer des designs aussi bien pensés. Mais aujourd'hui, c'est pas encore le cas. Bon, bah, du coup, tu nous feras un testimonial. On mettra ça sur LinkedIn. Ouais. Bon, ça Non, mais marche. du coup, ouais, peut-être que j'avais une question au niveau des espacements, les variables d'espacement, du coup. Euh, c'est des espacements que tu utiliserais vraiment pour tous les espacements, que ce soit des paddings ou des gaps entre des colonnes, ouais, ok. Ouais, bah oui, margin, padding, gap. C'est aussi des espacements qu'on peut utiliser dans les enchaînements. Alors, moi, typiquement, j'ai une manière un peu spéciale de traiter les espaces. C'est pour moi, un espace se déclenche quand tu as deux éléments qui se suivent. Donc, tu vois, un titre et un texte. L'espace qu'il y a entre le titre et le texte, il se Mm, déclenche. C'est le texte, c'est un margin top du texte. mm, C'est-à-dire, ça se fait avec des sélecteurs plus. En fait, le problème en typo, on pourrait essayer d'industrialiser les choses. On pourrait très bien se dire que pour un H1 ou pour n'importe quel H, bah, l'espace qui est en dessous, c'est un EM. Comme ça, on ne se fait pas chier. Voilà, ton truc, il est en 60, il y a 60 pixels en dessous. Il y a une logique, c'est facile. Sauf que la problématique, quand tu bosses avec des H1 plus quelque chose, c'est que si tu mets ton margin top à 1 EM, bah, ça va être un 1 EM du paragraphe qui suit. mm. Donc on est niqué. Et moi, perso, j'ai pas envie de mettre des margin bottom parce que si par exemple tu es dans une colonne et que tu as un H à la fin et qu'il a un margin bottom, bah, en fait ta colonne elle chope un espace qui sert à rien en fait. Ouais. Et ça m'embête. Et si c'est pour tous les réécrire derrière pour les virer, c'est un petit peu con. Voilà. Donc en fait, même avec ce que tu peux faire avec les titres, avec les textes, c'est de dire bah, élément H1 plus lui-même égale, bah, là tu mets un margin top en EM, là ça marche. Mais sinon, j'utilise ça pour
padding, margin, gap, et après les enchaînements entre les enchaînements entre les éléments. Ok. Après, il y a des choses qui me parlent moins parce que c'est vrai qu'il y a des. En fait, moi aujourd'hui, on me donne les maquettes et je Ouais. reproduis les maquettes. Donc, Après, tu vois, si je veux aller plus loin, j'irais même jusqu'à dire que les espacements après les textes, je vais les lier à ça. Je vais les lier aux tailles de texte. Pourquoi? Parce qu'en fait, mon H ne va rien faire d'autre que précharger le comportement du XXL. Donc, tu vois, j'irais même à dire que l'espacement après un texte, en fait, je vais gérer l'espacement après un XXL, sachant que mon H1 va charger tout le comportement du XXL. Ça me permet d'être encore moins spécifique, en fait. Et sans parler forcément d'industrialisation, on est là dans de la rationalisation avec des règles de proportion. Je sais pas si tes designs respectent ça. Hein. Moi, j'ai déjà vu des designs où j'ai l'impression que c'est au pifomètre. Alors que quand tu travailles avec ce type de logique, donc là, sur un Figma ou en développement, où tu veux variabiliser les choses, ouais, c'est très fin. Hein, et tu peux te permettre de faire du pifomètre, quoi. Donc, vraiment, question, toi, tes designers, ils travaillent un peu au pifomètre comme ça? moi, de mon côté, Ouais, ouais. ouais, ok. C'est C'est enregistré. ça que ouais, ça m'embête parce que c'est vrai qu'au niveau au niveau de l'industrialisation, comment dire, même au niveau de l'intégration, en fait, c'est vrai que moi, mon travail, c'est vraiment de reproduire les maquettes. Donc, des fois, je me permets un peu de liberté où je me dis, tiens, là, cet espacement, il serait plus uniforme de mettre telle valeur. Mais voilà, mais sinon ouais, pour l'intégration, c'est beaucoup plus simple d'avoir un design system comme ça où en fait, tu définis toutes tes valeurs au début de ton projet et après, basta. Enfin, il y a tellement de questions qui sautent au fur et à mesure de l'intégration que tu n'as plus à te poser sur la suite. Ça, ouais, ça permet de beaucoup plus fluidifier le développement du site, quoi. Ouais. Et, et vraiment, j'assiste au-delà de l'industrialisation, j'appelle ça vraiment de la rationalisation. Mm. On suit des règles, que ça peut être peut-être les règles major third, major second, major quarter ou golden ratio, tu vois, tout ça, c'est des règles, en fait, entre guillemets, mathématiques qui permettent de faire des design systems comme ça, on va dire, consistants. Yes. Ouais, parce que là, tu prends par exemple la progression des espacements. Au début, il y a une progression logique, 15, 30, 45, 60. Mais de 60, ça passe à 90, on ne fait pas le 75. Et de 90, ça passe à 180. Donc l'idée, c'est qu'à chaque fois, on a notamment pour les espaces, on a une progression logique des espaces, mais qui ne soit pas linéaire en fait. Parce que ça va produire des designs chiants. Il faut que cette logique, à un moment, le XXL, si ça s'appelle XXL, c'est pas pour que ce soit en 90 en fait. Donc, on suit une logique qui, il y a un moment, voilà, le truc, il pop. Mais voilà. Après, si demain tu veux faire évoluer ça dans ton agence, il faut quand même savoir que c'est des évols. Moi, aujourd'hui, quand je le fais sur les agences, c'est du moyen terme. Hein. À court terme, ce que les graphistes arrivent facilement à intégrer, c'est de se dire, bah voilà, tu fais tous tes designs avec cette variable d'espacement, parce qu'au final, ça les rassure aussi. Tu fais tous tes designs avec cette taille de texte, parce qu'au final, ça les rassure aussi. Déjà, tu industrialises les espacements, les tailles de texte, les lineates, et après les radius, parce que c'est facile. Et tout le monde arrête de faire le con avec des 12 colonnes à faire n'importe quoi. Parce que tu as vu que Gutenberg, au final, la grille de Gutenberg, c'est ça. Mais que tu as vu les anciens lives ou ceux qu'on fait maintenant, c'est pas parce que la grille elle est simple comme ça qu'on fait rien. On fait quand même, on arrive à reproduire quasi tous les layouts qu'on croise en fait, avec des grilles complexes ou pas, alors qu'on bosse à la base avec ça. Donc déjà, ça c'est les victoires rapides, c'est pour industrialiser les designs, c'est les espacements, rationaliser le nombre de variantes de taille de texte qu'on utilise, les radius aussi qui ont un peu de sens. Et après, voilà, tu fais pareil avec les shadows et les tailles d'icônes, et puis c'est réglé en fait. C'est réglé.
Enfin, c'est réglé. Bon, t'en as pour quelques semaines hein, quand même. Voilà, voilà. On est bon? Yes, bon appétit, les gars. Ouais, bon appétit, merci beaucoup. Bon, parfait. Eh ben, alors, j'arrête le portage. Merci beaucoup d'avoir été là. Et puis, bon appétit, bon vendredi et bon week-end à venir. Merci, bon week-end. Ciao les gars.